Nous, on est le collectif de R comme raboutage. Qu'est-ce que ça veut dire le raboutage? Ben, finalement, c'est un concept qu'on a monté à 6, dont on est 3 présents aujourd'hui. Donc on est un collectif qui réunit 4 architectes, une designer graphique et une géographe et un photographe. Donc finalement, on a décidé de travailler ensemble autour de ce concept-là et de vous l'amener au cours d'une installation qui mêlait photographie, texte et qui essayait d'expliquer le concept en tant que tel. Alors, bon, on va commencer. On peut changer. Oui, alors la présentation va être vraiment découpée en 4 temps finalement, qui vont reprendre les 4 étapes que nous on a suivies pour mettre en place le concept qu'on développait au fur et à mesure de l'installation. Donc en première partie, l'observation du phénomène en tant que tel à Montréal. En deuxième partie, la définition qu'on a vraiment voulu donner, la conceptualisation. En troisième partie, l'inventaire qu'on a fait après des formes de raboutage qu'on a pu identifier. Et en quatrième partie, les applications à d'autres domaines un petit peu plus larges que l'architecture stricto sensu, c'est-à-dire l'urbanisme, l'architecture, les écoles d'architecture et les styles architecturaux, et puis notamment les formes urbaines, surtout à Montréal. Donc, dans chaque grande ville, les immeubles résidentiels ont une signature qui leur est propre, qui vient de marquer le paysage, autant le paysage est urbain finalement. Donc, si on passe à Paris, on a les immeubles haussmanniens, à New York, on a les immeubles à appartements de type new-yorkais, puis à Londres, on a vraiment les terrace house. Ces formes d'habitation-là ne favorisent pas vraiment une appropriation. Si on a étudié 2 cas ici, le cas de New York et de Londres, pour ce qui est de New York, on n'a pas de balcon en façade. Les issues de secours en arrière, c'est souvent un escalier de secours vraiment de base en métal. Puis, les entrées sont communes. Donc, entrée et circulation se font à un seul endroit. Pour ce qui est de Londres, on peut voir qu'il y a souvent des commerces en rez-de-chaussée pour les terrace house, où il n'y a pas non plus, comment je peux dire, les cours arrière sont fermés par des murs, puis il n'y a pas vraiment de balcon au niveau supérieur. On retrouve un appartement par étage. À Montréal, par exemple, on a le cas du Plex, sur lequel on a les terrasses en avant, les circulations sont à l'extérieur, puis les personnes peuvent un peu plus s'approprier leur appartement. Donc, oui, c'est ça. Donc, pour vous décrire un peu plus la typologie du triplex, premièrement, le triplex s'installe sur une parcelle qui est longitudinale. C'est vraiment un héritage du parcellaire seigneurial qui est vraiment découpé selon des longues bandes. Et puis, le bâtiment en soi, c'est un héritage un peu plus du boomtown. Et donc, on a affaire à un bâtiment qui est très sériel, minimal par rapport, par exemple, à sa largeur, qui fait environ 7 mètres à 9 mètres maximum, pour une profondeur de 10 mètres à 12 mètres environ. Et puis, comme on voit, le bâtiment occupe une partie de sa parcelle, ce qui laisse quand même beaucoup d'espace à l'arrière pour s'approprier, et puis agrandir le bâtiment en soi, mettre des chaînes à charbon, comme on voit un peu sur l'image, mais aussi des cuisines d'été, etc., etc. Donc, le fait que le bâtiment soit de dimension assez minimale a fait qu'on a voulu extérioriser les circulations, comme on voit l'escalier à l'avant, les issues de secours, les escaliers de secours à l'arrière. Et en même temps, contrairement par exemple à l'exemple de New York, où est-ce que l'escalier est complètement minimal, accroché au mur mais en métal, ici c'est une installation qui est quand même assez permanente, mais qui offre aussi un espace à habiter. Et puis, comme on voit sur l'image, on a aussi quand même une bonne marge de retrait à l'avant, de 2 voire 3 mètres.
Et puis, chaque entrée se fait généralement de manière individuelle, avec aussi encore là une autre occasion de s'approprier puis de personnifier un peu ce lieu. Et finalement, ce qu'on remarque au niveau urbain, donc là on a une évolution parcellaire de 1879 à 1955. Et ce qu'on voit, c'est que la parcelle est tranquillement remplie. À l'avant, on a une façade très lisse. Et à l'arrière, on voit vraiment toutes les irrégularités qui se forment avec un aspect beaucoup plus dentelé selon la façon dont les gens vont s'approprier l'espace. Donc à partir de ces observations plus macro-là, on est arrivé à une première définition du concept de raboutage tel qu'on l'entendait. Donc finalement, le raboutage il peut se définir en 4 dimensions principales. La première dimension, c'est celle du fait que ce soit un processus, dans le sens où on n'est pas en présence d'un objet fini, on n'est pas en présence de quelque chose de statique, on est vraiment en présence de quelque chose qui est en perpétuelle réinvention et en perpétuelle construction. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un processus qui n'en finit pas, un petit peu à la manière du tissage là, de Pénélope, là, qui tissait la nuit pour détruire le jour, pour retisser la nuit, pour perpétuellement recommencer. Le raboutage, c'est une redéfinition perpétuelle de l'habitat par l'habitant, dans le fond. Donc, la deuxième dimension, c'est la dimension accumulative. Finalement, toute cette redéfinition perpétuelle, elle se fait dans l'accumulation de micro-projets, de micro-actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un processus qui se joue au niveau micro, au niveau des projets particuliers, des projets des rabouteurs, finalement, des bricoleurs du dimanche, mais qui va avoir un impact sur le niveau macro, dans le sens où c'est finalement l'accumulation de micro-actions qui va former un paysage plus global. Et la troisième dimension, c'est la dimension spontanée, dans le sens où ces actions-là, ces micro-actions-là, même quand on se place au niveau du rabouteur en tant que tel, elles sont vraiment en réaction à un besoin, à une envie, à quelque chose de très ponctuel et très particulier. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement spontané, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de l'architecture ou de la vision urbanistique comme quelque chose de très planifié, d'une vision à long terme, d'une stratégie, en gros d'un plan de match entre guillemets. La spontanéité, elle est vraiment à tous les niveaux parce que on s'aperçoit premièrement que quand on est propriétaire occupant, même si on a une idée de ce qu'on veut donner comme forme à notre maison, à notre habitat dans 30 ans, cette idée-là, elle change. C'est des projets à long terme qui sont perpétuellement redéfinis en fonction du dernier matériau qu'on a découvert, de la dernière idée dont on a discuté avec ses amis, de ce qu'on a vu ailleurs, des inspirations qui nous viennent et aussi tout bêtement des besoins qui changent et qui évoluent au fur et à mesure de la vie des gens. Donc la spontanéité, elle se passe au niveau du propriétaire occupant, elle se passe au niveau locatif aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Montréal est une ville extrêmement locative et ces triplex-là sont des formes et des habitats locatifs d'abord et avant tout. Et on est aussi dans une stratégie de raboutage et du point de vue du propriétaire locataire qui va vraiment agir en réaction à des micro-besoins. Par exemple, j'ai une façade qui menace de s'écrouler, je vais aller patcher ça tant bien que mal avec vraiment une logique de rentabilité au maximum, si vous voulez. Et de l'autre côté, on a le locataire qui est dans une logique de plus ou moins long terme. Alors ça peut être l'espace d'un bail, comme ça peut être l'espace de 20 ans qu'on loue un appartement, mais toujours dans une logique de légèreté et de non-structuralité, dans le sens où on va venir faire quelque chose qu'on peut démonter et repartir avec.
Donc le raboutage, c'est aussi beaucoup de ça. Puis ça, si on pense au balcon et à l'aménagement des galeries en arrière, c'est vraiment des structures légères qui, avec 3-4 coups de dévisseuse, vont pouvoir être pactées et réaménagées dans l'appartement qu'on va occuper par la suite. Donc ça, c'est une forme de spontanéité. Et la quatrième dimension qu'on voulait donner à cette définition-là, c'était celle de l'opportunisme, finalement, du fait de s'arranger avec les conditions vraiment du moment T et du lieu et du moment donné dans lequel on définit notre action en tant que rabouteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut être un opportunisme du point de vue des matériaux. On se rend compte que énormément de raboutages sont très datés dans le temps, dans le sens où on s'aperçoit que tel matériau était très courant, très peu cher, très à la mode à tel moment, à telle période historique, et on va le retrouver partout. D'un autre côté, on peut être aussi dans une logique opportuniste vis-à-vis des nombreux règlements de la ville de Montréal qui régissent et l'avant et l'arrière des triplex, en particulier des règlements de sécurité. Et là, on s'aperçoit comment, finalement, le rabouteur vient s'approprier la norme, s'approprier la règle, et puis la réaménager. Donc, on profite de la règle sur les issues de secours pour s'aménager un balcon, on profite de tels changements, de telles normes urbanistiques pour en faire autre chose, et pour finalement détourner à sa manière, interpréter à sa manière les normes et finalement les règlements du haut vers le bas qui régissent la ville. Alors ensuite, on est rentré dans une stratégie d'inventaire. Cet inventaire-là, il a vraiment consisté à aller se promener avec un appareil photo et à aller regarder les différentes formes dans les différents quartiers de Montréal. Alors, on s'est aperçu, on a eu des excellentes surprises, on a eu des choses auxquelles on s'attendait plus. On s'est aperçu que le raboutage, il n'est pas distribué de la même manière à la surface de l'île, qu'en fonction des quartiers, on ne raboute pas de la même manière, que d'ailleurs, il y a des quartiers où on ne raboute pas du tout. On s'entend bien que dans Westmount, par exemple, on trouve moins de raboutage que sur le plateau ou dans l'Est. À Verdun, dans Pointe-Saint-Charles, on a des raboutages extrêmement différents de ce qu'on peut trouver plus dans l'Est. Le plateau ne raboute pas de la même manière que Hochelaga ou que le quartier autour du marché Jean Talon. Donc ça a été une première vague de surprise en fait pour nous. Donc finalement, on en est arrivé à une espèce de banque de données d'images dont la prochaine étape de notre travail est vraiment de lui donner plus d'importance et plus d'épaisseur. Et finalement, après, l'étape suivante a été de mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, ça a d'abord été une question de typologiser, caractériser, catégoriser cette espèce d'information qu'on avait là de manière brute. Et là est intervenue toute la partie intéressante du travail, c'est-à-dire le choix des variables, le choix des indicateurs pour aller mettre en place des grandes catégories. Alors, on est passé par à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel des indicateurs possibles, chacun nous donnant du sens et produisant des choses intéressantes. Alors, depuis les matériaux mis en place, les caractères de rabouteur, on a le rabouteur vraiment psychorigide, on a le rabouteur qui fait ça, on voit bien que, bon, garde, si ça tient, on va faire tenir ça le plus longtemps. On a le rabouteur minimaliste, celui qui charge. En tout cas, vraiment, la personnalité des gens se transparaît là, dans ce type-là d'architecture. On a les catégories par action. Par exemple, ici, aménager une issue de secours. On a aussi verdir sa cour. On a aussi s'isoler d'un voisin qu'on n'endure pas. On s'est aperçu qu'il y a une très grande inventivité dans les clôtures qu'on va venir rehausser, densifier. Vraiment, là, on peut quasiment voir quels voisins sont en chicane quand on se promène dans les ruelles. Ça, c'est assez intéressant. Et puis, finalement,
on en est arrivé à une catégorification qui est aussi valable qu'une autre, mais qui est par intention. Alors, intention, comment est-ce qu'on a voulu définir ça? Est-ce qu'on a défini finalement 4 intentions, qui sont l'optimisation, le fait de se représenter, l'opportunisme et le fait de se mettre aux normes. Donc ça, c'est pour nous 4 intentions qui pouvaient venir exprimer tout le reste de manière intéressante. Alors l'opportunisme, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le raboutage de l'aubaine, celui de la bonne affaire, celui du Tivoli en spécial chez Costco qu'il faut absolument faire fitter dans la cour, même si ça dépasse un peu. Et alors là sur la photo on ne voit pas bien, mais si on se met vraiment en face, la clôture fait comme un ventre parce qu'on voit que le gars a poussé là, vraiment pour faire rentrer son affaire. On est repassé en hiver, il démonte tout en hiver, donc c'est quand même vraiment beaucoup de maintenance, son installation dans sa cour. Alors le raboutage opportuniste, c'est ça finalement, c'est celui qui va vraiment utiliser, soit on sent une aubaine qui lui est tombée sur la tête et puis dont il s'est dit qu'il pouvait pas se passer, qu'il pouvait pas dire non, qu'il fallait qu'il l'achète et ensuite il s'est retrouvé chez lui à avoir à en faire quelque chose. Mais c'est aussi, comme on peut le voir dans les 2 autres exemples, celui des moyens du bord, c'est-à-dire du fait de faire son action, avoir un but et ensuite aller glaner ce qui peut nous aider pour le faire, dans le sens où on ne fait pas sa liste d'épicerie pour aller au magasin de bricolage et aller acheter les matériaux appropriés, mais on va plus faire feu de tout bois et vraiment aller chercher en récupération absolument tout ce qui nous tombe sous la main. Le raboutage opportuniste, c'est aussi celui qui réinvente perpétuellement le rôle et l'utilité des matériaux ou des espaces. Et c'est là-dessus qu'il est extrêmement intéressant et très inventif parce que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans l'habitat spontané dans les pays du Sud, c'est-à-dire la réappropriation des matériaux et la réassignation de rôles pour les matériaux. Donc par exemple, en haut à droite, on s'aperçoit que la tôle qui a été mise le long du mur avait probablement des petits bouts qui ont été utilisés pour faire ces espèces de... on a un pointeur, on va s'en servir. Ces espèces de petits abat-jour, enfin, je ne sais pas trop comment appeler ça, des gloriettes en tout cas, du même matériau que le revêtement. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est une chaîne, donc c'est quelque chose où on n'a pas vraiment besoin de s'abriter du soleil. En plus, c'est quelque chose qui donne plein est. Donc on s'entend que l'ensoleillement n'est pas non plus quelque chose de très problématique. C'est des fenêtres qui sont extrêmement petites. Donc on voit que là, ça ne répond pas vraiment à un besoin, ça répond plus à une réutilisation de chutes de tôle que finalement, le génie du rabouteur a été réassigné et réinventé à quelque chose de finalement très créatif qui est le fait de mettre une gloriette sur une petite fenêtre à l'arrière d'un shed orienté plein est. Donc ça, c'est notre première dimension. Notre seconde dimension, c'est le raboutage pour se présenter ou se représenter. Pourquoi le re entre guillemets? C'est parce qu'on s'aperçoit que finalement le rabouteur se présente autant à lui-même qu'il se définit vis-à-vis des autres. Les façades, les aménagements, l'esthétique est extrêmement importante dans le raboutage, en particulier le raboutage de façade. Et donc on s'aperçoit que chacun va venir se définir un petit peu avec ces micro-actions-là. Alors on peut avoir quelque chose d'assez inventif, comme la première photo ici, qui a condamné une porte, mais qui a été aménagée finalement, lui
lui surajouter un bac à fleurs assorti à la façade, quelque chose qui est absolument, comment dire, superflu, inutile à la limite, mais qui va venir donner une intention, donner un aspect soigné, fini, le fait qu'on ne veut pas que notre porte condamnée donne sur rien, on ne veut pas qu'il y ait un gros espace là parce qu'on a enlevé les marches et que donc ça n'a pas rapport. Donc on voit le souci vraiment d'aller donner une cohérence qui est vraiment extrêmement personnelle pour le coup, parce que c'est pas fait selon les règles de l'art et selon vraiment les canons architecturaux ou les canons de la décoration extérieure ou du paysagisme. En dessous, on s'aperçoit ici que l'entrée, c'est un bloc. L'entrée de ce bloc-là a été rehaussée d'une entrée très style New York, là, qui est assez vieille, qui est visiblement récupérée, dont le numéro ne correspond pas au numéro de façade, mais qui va vraiment venir donner un aspect fini, joindre le pratique et le pratique et l'esthétique, et finalement, alors de l'extérieur, c'est vrai que nous, on a adoré, on est resté peut-être 10 minutes devant à se demander pourquoi, mais finalement, on s'aperçoit que la représentation est très forte ici, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui mène au sous-sol, donc c'est vraiment quelque chose qui va mener, qui va vraiment mettre en valeur un appartement qu'on ne voit jamais en général, qui sont les appartements de demi-sous-sol. Et en bas à droite, c'est sur pas vraiment, c'est sur un coin de ruelle en fait, c'est-à-dire la jonction de la ruelle et de la rue. Et c'est très probablement quelque chose qui a été mis en place pour protéger le soubassement du mur, mais qui a été rempli avec des gravillons blancs et des bouquets de fleurs en plastique. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est une entrée de ruelle encore là, c'est des murs aveugles, c'est vraiment une circulation de voitures, mais on sent toujours que le fonctionnel, qui était encore là probablement le fait d'aménager un petit espace entre le soubassement et la ruelle, a été mis à profit par un élan de créativité finalement du propriétaire qui, à peu de frais, s'est vraiment approprié cet espace-là et qui l'a transformé à son avantage. Alors, le raboutage optimisé, c'est celui de faire plus avec moins, finalement. C'est celui qui conduit n'importe qui d'entre nous qui habite dans un triplex, moi la première, à prendre son issue de secours, à essayer d'en faire une terrasse, à essayer d'y faire fitter son barbecue, puis 2 chaises et 2 tables, non, une table et 2 chaises plutôt. C'est celui qui va faire vraiment créer du volume, créer des fonctions, créer de l'espace avec quasiment rien finalement. Donc c'est celui qui va ici venir dans un interstice de façade, créer une entrée, un escalier, patcher vraiment cet espace-là et en faire quelque chose qui tient plus de l'entrée semi-officielle. C'est celui qui, ici, en bas, va venir toujours pareil. Alors, c'est vrai que ce raboutage optimisé-là, il se fait beaucoup dans les interstices, il se fait beaucoup dans les volumes perdus, et pas que dans les espaces au sol perdus. Les volumes, les passages entre maisons, tout au long des 3 étages, sont souvent très investis. On y construit des passages, on y construit des circulations, on y construit des balcons, on y construit des pièces annexes quasiment. C'est celui qui aussi ici, alors là, c'est complètement, on n'est plus dans l'habitat, quoique si, mais on est dans l'habitat mobile pour le coup, qui va prendre une vieille Cadillac et qui va en faire une magnifique maison mobile quasiment totalement raboutée, totalement faite maison, avec un double essieu à l'arrière, en tout cas quelque chose qui va prendre une voiture et qui va en faire un espace d'habitation. Donc finalement, ça, c'est notre 3e dimension.
Et notre quatrième dimension, c'est finalement le raboutage normatif. Montréal est une ville qui produit du règlement de manière constante et abondante. C'est quelque chose qui à la fois est de l'ordre de l'officiel, c'est-à-dire de l'urbanistique et du règlement urbain. Donc le meilleur exemple, c'est vraiment celui des issues de secours. Les issues de secours, après tous les 10 ans, sont redéfinies quant aux nouvelles normes de sécurité. Donc là, maintenant, on est rendu à des issues de secours carrées qui doivent faire à peu près 1 mètre de large. En tout cas, ça, c'est plus aux normes, par exemple. Ouais, c'est 1,2 mètres de large. Oui, c'est ça, il faut qu'on puisse passer à 2 de large, c'est ça. Et donc, ce raboutage normatif-là, il est intégré de 2 manières par les rabouteurs. Premièrement, il leur permet, puisqu'ils sont obligés de le faire, il leur permet de donner l'occasion de faire autre chose, donner l'occasion, parce que c'est le genre de dépense qui fait mal, changer son issue de secours. C'est le genre de dépense inutile pour un propriétaire. Et donc, si on peut en tirer un maximum de bénéfices et y ajouter d'autres fonctionnalités qui sont de l'ordre plus du lieu de vie, par exemple, alors tout le monde a ces exemples de dessus de bâtiments qui sont, bon, comme il faut y mettre une issue de secours ici, on va en profiter pour mettre une terrasse. Mais alors là, c'est quasiment un micro-jardin parce qu'il y a même la cabane à jardin là-dedans. Et tout ça donne des escaliers qui sont à pente faible parce qu'il faut passer par-dessus le garage. Tout ça donne lieu à un aménagement intensif. Comme disait Marjorie tout à l'heure, les arrières des triplex ont été intensément aménagés et à les remettre de la norme là-dedans, c'est déjà se frayer un chemin là, dans un espace déjà très chargé. Et puis ça a été intégré d'une autre manière, ça a été intégré quand le rabouteur devient le normateur quasiment. Le rabouteur fait la norme. Ici, on a un très bon exemple de ça qui, pareil, on est resté 10 bonnes minutes devant la maison. Où en fait, ça c'est très probablement un propriétaire, ça c'est probablement un bloc locatif qui avait aménagé à la sortie de chaque escalier un traçage au sol pour délimiter la circulation. Donc en fait, toute la cour arrière était entièrement asphaltée, donc un espace très neutre, mais toutes les circulations, là, et c'était délimité de manière extrêmement officielle par des aménagements, des traçages au sol, des marquages blancs qui allaient à l'issue à l'arrière et qui déterminaient les différentes places de parking, chacun avec son numéro, et il n'était surtout pas question d'aller marcher sur la place de parking du voisin. Donc tout ça était extrêmement normatisé par le propriétaire lui-même. Donc les applications. Donc pour terminer, en fait, on a ciblé quelques idées pour poursuivre en fait la recherche, parce que ce que vous avez vu, c'est ce qui s'applique vraiment par rapport à l'habitat, mais on pense aussi que le raboutage, c'est vraiment une pensée globale qui peut s'appliquer à différents domaines. Donc ici, on a la carte de Montréal. Premièrement, au niveau urbain, ce qu'on remarque, c'est que la ville s'est construite selon 2 dynamiques. La première, c'était vraiment d'avoir des noyaux villageois, et puis qu'à force de grandir, les noyaux villageois se sont recroisés et sont englobés un et l'autre, mais ce qui fait qu'on voit souvent encore des délimitations entre les quartiers. Et deuxième logique de développement, c'était qu'en fait, il y avait des grands entrepreneurs industriels qui ont pris de vastes terrains qui étaient souvent agricoles ou qui appartenaient au clergé et qui en ont fait des développements parallèles. C'est-à-dire que souvent, on va remarquer qu'il n'y a pas une pensée globale qui a été faite au niveau urbain, c'est vraiment par développement, par coût, et ça a été assemblé vraiment comme un patchwork. Et puis, quand on regarde la carte, on voit souvent des jonctions un peu difficiles entre les différents stades, les différents projets, les différents quartiers. Souvent, on a des zones un peu floues ou industrielles, des friches ou des seuils un peu difficiles entre les différents quartiers. Donc ici, un petit peu plus zoomé, ce qu'on voit, on voit ici un développement ville Mont-Royal qui est très fait de manière
un peu jardin anglais, très centré sur un parc. À côté, on a une autre trame qui est plus longitudinale. Ensuite de ça, ici, on a un autre développement. Assez rapidement, on voit qui est complètement différent de ce qui se passe autour. Et puis, souvent, ça donne des développements qui sont un peu enclavés ou un peu refermés sur eux-mêmes. Et puis, juste pour comparer la trame de Montréal, par exemple, avec la trame de Paris, ici, on voit quand même une volonté d'ensemble, une cohérence d'un bout à l'autre. Et si on regarde, par exemple, aussi la trame de New York, on connaît bien, c'est très régulier d'un bout à l'autre. Et c'est vraiment une vision d'ensemble globale, mais on voit que Montréal s'est vraiment constitué d'une manière complètement différente. Donc, dans une toute autre échelle, c'est vraiment intéressant de voir que le raboutage transparaît également dans la modernité, puis qui vient vraiment donner une autre particularité à Montréal, qui est sa ville souterraine. La ville souterraine fonctionne en général en manière de greffe, donc on a une colonne centrale qui est le système de métro finalement, qui est public, sur lequel on vient ajouter des greffons privés. Donc, c'est une décision dès l'aménagement du système de métro que la Ville de Montréal, c'est une décision qui est législative finalement, que la Ville de Montréal a décidé de donner accès directement aux propriétaires, qui a un accès direct au système de transport. Ça fait qu'on passe vraiment du domaine privé pour se rendre au domaine public. Puis, plus la ville grandit, la ville souterraine grandit, maintenant on est plus à un niveau d'un patchwork où on passe du public au privé et pour aller souvent dans un autre endroit public. Puis tout au long du parcours de la cité souterraine, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que le parcours, la forme diffère. Donc, on a sans doute remarqué que les tunnels sont souvent moins larges, plus étroits, il faut prendre des escaliers roulants, ou bien les revêtements et tout ça change. Puis, souvent également, on ne passe pas par le chemin le plus court pour se rendre du point A au point B, si on fait un détour par un autre édifice. Puis, ça présente également que cet élément-là n'avait pas une logique d'ensemble, un peu comme le raboutage, mais une logique d'ensemble qui est esthétique et fonctionnelle. Donc, ça, on retrouve également à cette échelle-là de la ville. Donc, pour terminer, on s'est même demandé s'il n'y avait pas un style rabouté. Même dans les nouvelles constructions, ce qu'on remarque souvent, c'est, on pourrait appeler ça une peur du vide, sans vouloir critiquer aucunement les projets qui sont là. Mais ce qu'on remarque, la tendance générale, c'est vraiment soit une abondance de matériaux ou différentes couleurs, aussi des ajouts d'éléments, une stratégie un peu patchwork, comme par exemple, je ne sais pas si c'est très clair, mais ici, on a une stratégie de balcon, juste à côté, une autre stratégie de balcon qui est complètement différente avec du bois, tandis qu'ici, c'est des balcons avec du verre vert. Donc, puis là, ici, on a un petit élément surajouté, lui, de manière peut-être un peu maladroite sur le côté. Ça, on dirait, c'est un peu une bricole, mais de designer. Donc, et puis, des fois, comme par exemple, on peut regarder celui-là et se dire, bon, ici, ça passe pour quelque chose de quand même d'assez épuré, mais c'est sûr que quand on va à l'extérieur, ça passerait pour un bâtiment assez éclectique, en fait. Donc, voilà, peut-être que ce serait à ce moment-là, on pourrait dire une intériorisation du raboutage chez l'architecte. On peut se poser la question. Donc,